Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le décompte des victimes se poursuit en Libye après le passage de la tempête Daniel. Le Croissant Rouge libyen déplore le décès de plus de 11 000 personnes, un nombre qui peut encore grimper dans la mesure où des milliers de personnes sont toujours portées disparues. La visite en Égypte de la présidente du Sénat équato-guinéen, Teresa Effoua Sangono, elle a été reçue par le président Abdel Fattah el-Sisi. L'occasion d'explorer de nouvelles perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays. Et puis l'amélioration des infrastructures de santé au Kenya. Le gouvernement entend mobiliser un peu plus de 2 milliards de shillings pour moderniser les hôpitaux. Les détails à suivre dans ce journal. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Libye après les inondations meurtrières provoquées par la tempête Daniel. D'après le Croissant Rouge libyen, plus de 11 000 personnes sont décédées. À ces chiffres s'ajoutent également plus de 10 000 portées disparues. À Derna, ville la plus touchée par ces inondations, des quartiers entiers ont été emportés par les eaux. Des conditions qui rendent difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Gladys Montbard. 11 300 morts et presque autant de disparus, c'est le bilan humain dressé le 14 septembre par le Croissant Rouge libyen. C'est presque le double du bilan provisoire dressé par le ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Est libyen qui a annoncé 5 300 morts quelques heures plus tôt dans la journée de ce jeudi. Le bilan ne cesse de s'alourdir alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Cet incident est quelque chose que nous n'avons jamais vu en Libye auparavant. Malheureusement, cela a coûté la vie à des milliers de personnes. Et pourtant, il en manque des milliers d'autres. Tous les efforts sont désormais mis en œuvre pour que les équipes de secours tentent de pouvoir gérer cette catastrophe. Mais c'est vraiment un défi. Nous ne sommes pas habitués à ce genre d'incident. Nous ne nous attendions pas à cela. Le 10 septembre, la rupture de 2 barrages sous de fortes pluies provoquées par la tempête Daniel a entraîné des inondations massives dans la ville côtière de Derna, qui comptait alors près de 100 000 habitants. Les autorités municipales estiment que compte tenu de la dégradation des quartiers, le bilan pourrait atteindre entre 18 000 et 20 000 morts. Une situation inédite qui nécessite une aide extérieure. À ce stade, nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons besoin du soutien des agences des Nations Unies pour pouvoir gérer correctement cette crise et aider les Libyens à surmonter ce malheureux incident. Nous voudrions profiter de la semaine de haut niveau pour obtenir un plus grand soutien. Le 14 septembre, le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU, OCHA, a lancé un premier appel de fonds de 71,4 millions de dollars pour aider 250 000 personnes, en plus des 10 millions de dollars déjà débloqués pour venir en aide immédiatement aux sinistrés. Alors que l'accès à la zone reste difficile, l'OCHA avertit que 880 000 personnes auront besoin de secours dans les 3 prochains mois. Dans l'actualité également, le Maroc va débloquer une aide d'urgence pour soutenir les populations impactées par le séisme. Le Royaume compte octroyer 30 000 dirhams à chaque ménage affecté. Ce plan d'urgence a été dévoilé le 14 septembre à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI. Il s'agit du premier volet d'un programme qui concerne 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés. Parallèlement, les autorités prévoient de décaisser 140 000 dirhams pour la reconstruction de logements totalement effondrés. 80 000 dirhams seront ensuite versés pour assurer les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Le cabinet royal précise par ailleurs que ce programme sera principalement financé par les moyens propres de l'État ainsi que par des organismes publics. L'Égypte et la Guinée équatoriale renforcent leur partenariat bilatéral. C'est dans cette optique que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le 14 septembre Teresa Effoua Sangono, la présidente du Sénat équato-guinéen, qui était d'ailleurs venue remettre au chef de l'État une lettre de son homologue Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Lors de l'entrevue, les deux parties ont exploré de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans le domaine du commerce et des investissements. Marie-Raphaël Antolo.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu le 14 septembre 2023 la présidente du Sénat de Guinée équatoriale, Teresa Effoua Assangano. À l'occasion de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays au niveau parlementaire, des investissements et du commerce entre les deux pays, entre autres. L'Égypte trouvera la Guinée un allié sûr dans la sous-région, CEMAC qui s'annonce comme une sous-région vraiment riche en ressources naturelles, dont l'Égypte aura besoin pour les industries, à moindre coût évidemment. Pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, que ce soit au niveau bilatéral ou continental, en particulier en renforçant le commerce et les investissements intra-africains, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité du continent. La Guinée, c'est un sous-sol riche en ressources naturelles, principalement le pétrole. L'Égypte a aussi du pétrole. L'Égypte a aussi la force de capacité militaire en elle et ce que la Guinée n'a pas encore. On pourrait voir dans ce sens que la Guinée renforce non seulement la coopération sud-sud, mais également elle diversifie son portefeuille partenarial et elle trouvera en l'Égypte certainement un soutien de poing dans le jeu des alliances en termes de multiplicateur de puissance, notamment militaire, puisque l'Égypte est très avancée sur ce plan. D'après la présidence égyptienne, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour répondre aux aspirations des peuples africains en matière de stabilité, de développement et de prospérité, ainsi que de la contribution effective de l'Égypte à l'avancement de l'action africaine commune. La Tunisie prend les devants face à la multiplication des cyberattaques. Une agence nationale de la cybersécurité a vu le jour le 11 septembre. L'établissement est placé sous la tutelle du ministère des Technologies et de la Communication. Sa création intervient à un moment crucial. D'année en année, le taux de plaintes liées aux crimes cybernétiques augmenterait de 13% selon l'experte Maïssa Zerzi. Marie-Raphaël Anto. En Tunisie, le taux de plaintes en lien avec des crimes cybernétiques a enregistré une hausse de 13% ces dernières années, selon des experts en cybersécurité, criminologie et prévention de la déviance. Près de 6000 plaintes sont déposées chaque mois, selon le ministère des Technologies et de la Communication tunisien. Pour y faire face, le 11 septembre 2023, le gouvernement a annoncé la création de l'Agence nationale de cybersécurité. Placée sous la tutelle du ministère des Technologies, de la Communication, la nouvelle agence sera chargée, entre autres, de superviser la sécurité des systèmes d'information et de communication des entreprises publiques et privées de l'espace cybernétique national. Il y a 10 ans, les pays craignaient les guerres classiques et les attaques des bombes atomiques. Mais aujourd'hui, cette guerre de dissuasion n'est plus crédible. Maintenant, les guerres ont évolué vers l'espace cybernétique et visent de plus en plus les systèmes d'information, les ressources bancaires et les institutions étatiques. Les États ont raison de prendre des mesures pour se protéger de ce côté. D'après le ministère des Technologies de la Communication tunisien, l'Agence nationale de cybersécurité a été créée au vu de la recrudescence des cyberattaques, alors que la transformation numérique continue de s'accélérer avec une adoption croissante des technologies de l'information et de la communication. La Tunisia Computer Emergency Response Team a déclaré que 149 134 incidents aux collaborateurs du cyberespace national sont survenus au cours des 6 premiers mois de 2023, alors que 155 772 incidents avaient déjà été recensés pour l'ensemble de l'année 2022. Avant, la plupart des attaques électroniques avaient pour but de demander des rançons aux entreprises et individus. Mais de plus en plus, le phénomène a évolué vers les raisons politiques, économiques, de renseignement, notamment l'espionnage des institutions et des États. Maintenant, les cyberattaques sont plus liées à des raisons politiques et économiques. En général, c'est relié à la politique et à l'économie. Notons que l'Agence nationale de cybersécurité a été créée par le décret loi numéro 2023/17 du 11 mars 2023 relative à la cybersécurité. Elle remplace l'Agence nationale de sécurité informatique créée par l'article 2 de la loi numéro 2004/5 du 3 février 2004 relative à la sécurité informatique.
Les hôpitaux se modernisent au Kenya pour améliorer la qualité des soins au sein des 47 comtés que compte le pays. Le gouvernement a mobilisé un peu plus de 2 milliards de shillings. Grâce à ces fonds, le comté de Siaya va notamment bénéficier d'une nouvelle infrastructure de santé constituée entre autres d'un service pédiatrique et d'un service postnatal. Nana Kamsukom. Au Kenya, depuis 2013, la responsabilité de la prestation des services de santé a été transférée au niveau des comtés, ce qui a permis de mieux adapter les services de santé aux besoins des résidents locaux. C'est dans cette même lancée que le Kenya établit des sites de construction pour des hôpitaux plus grands et modernes. Une initiative dont a récemment bénéficié la circonscription du Kenya dans le comté de Siaya. Il s'agit d'un projet de gouvernement national qui va coûter plus de 50 millions de shillings. Il s'agit simplement de faire passer les installations du niveau 3 au niveau 3A. Le niveau 3A est plus avancé que le niveau 3. Selon le directeur de la santé publique du comté de Siaya, cette nouvelle infrastructure dotée d'un service pédiatrique, un service postnatal, une salle d'échographie et un laboratoire va considérablement améliorer la fourniture en soins de santé. Nous allons donc en tirer de nombreux avantages. Je m'attends à ce que le nombre de patients qui viennent chercher des services dans l'établissement passe à 1700 une fois la modernisation achevée. Nous nous attendons également à ce que le nombre d'accouchements, qui est actuellement de 20 par mois, passe à 30 ou 40. Parallèle de ces investissements infrastructurels, le Kenya travaille également à améliorer la qualité de ses soins au travers des processus de planification, l'introduction de chartes de services, de mécanismes de réclamation et les différentes enquêtes de satisfaction menées non seulement auprès des patients, mais aussi auprès du personnel. La Côte d'Ivoire construira prochainement 7500 logements économiques et sociaux. Le 13 septembre, les autorités ont ratifié en ce sens un prêt chiffré à 43,5 milliards de francs CFA, un prêt obtenu auprès de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Cet ambitieux projet vise surtout à répondre au déficit de logements estimé à 600 000 unités par an. Les précisions de Samantha Sabirou-Sabopanga. Le gouvernement ivoirien a annoncé avoir conclu un accord de prêt à hauteur de 43 milliards de francs CFA avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, pour la construction de 7500 logements économiques et sociaux dans le pays. L'information a été révélée le 13 septembre 2023 par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique à l'issue du Conseil des ministres. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de logement dans les zones urbaines du pays et améliorer les conditions de vie des citoyens. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt de montant de 43,5 milliards de francs CFA pour le financement du projet de construction de 7500 logements économiques et sociaux en Côte d'Ivoire, dont 5000 à Abidjan, 1500 à Bouaké et 1000 à Yamoussoukro. Ces efforts du gouvernement ivoirien contribueront également à atténuer les pressions démographiques et à réduire le nombre de personnes vivant dans des conditions de logement précaires. Cet accord permettra ainsi de réaliser la première phase du projet avec 1240 appartements dans la ville d'Abidjan, 800 appartements à Yopougon, cité policière, et 440 appartements à Atekoubé. Le premier challenge pour l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui sera de pouvoir permettre effectivement que ce soit les personnes les plus vulnérables qui puissent avoir accès à ces logements-là, notamment les personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain montant. Également, le second challenge sera de pouvoir contrôler effectivement les entreprises privées qui auront en charge la construction de ces logements-là pour que les prix initiaux définis dans le cadre du projet de logement social soient respectés. Bon, ce qui va être encore un peu plus compliqué quand on sait le climat de hausse généralisée des prix, les différents coûts des matériaux qui ne cessent de grimper, également le prix du ciment qui ne cesse de grimper. Et également l'autre élément, il s'agira également pour l'État de s'assurer que ces ressources qui vont être dégagées soient effectivement allouées à la construction de ce logement-là. Donc c'est plusieurs défis auxquels l'État doit faire face pour la gestion efficiente et efficace de ce nouveau financement. La
La construction de ces 7500 logements économiques et sociaux est une étape importante dans la réalisation des objectifs de développement urbain en Côte d'Ivoire. Elle représente une opportunité pour le pays de renforcer son infrastructure urbaine, de réduire les inégalités sociales et de promouvoir un développement durable à long terme. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.